une histoire qui remonte à il y a une trentaine d'années, lorsque le dojo de Strasbourg a été fondé par Maître Deschimaru et par un moine de la région, Jean Babi. Et à partir de ce centre de Strasbourg, qui est quand même une des villes les plus importantes de la région, nous avons créé plusieurs dojos dans les villes environnantes, non seulement dans l'est de la France, mais aussi dans le sud-ouest de l'Allemagne, ce qu'on appelle le Bade-Württemberg. Et maintenant, il y a des dojos dans pratiquement toutes ces villes, que ce soit Freiburg, Heidelberg, Mannheim, Stuttgart, Colmar, Mulhouse, Metz, Épinal, etc. Voilà, et c'est toute cette énergie de toutes ces personnes qui constituent quand même un noyau d'à peu près 300 ou 400 pratiquants, qui fait qu'à un moment donné, on a eu le besoin de créer un temple zen. De tradition chinoise, qui remonte donc à il y a très longtemps, on donne toujours à un temple en premier le nom de la montagne sur laquelle il est situé. Cette montagne s'appelle Altenberg, ce qui en allemand ou en alsacien signifie vieille montagne. Donc la traduction en japonais, ça donne Kosan. Voilà. Et Ryumon, ça signifie la porte du dragon. C'est un nom assez traditionnel qu'on donne à un temple parce que quand on passe cette porte du dragon, l'esprit ordinaire, la conscience ordinaire se transforme complètement. Au début, les habitants étaient un peu sceptiques, plutôt. Ils ne savaient pas ce que c'était, si c'était effectivement une religion ou si c'était effectivement une secte. Parce qu'il y a 2 ans, quand ils sont venus s'installer à Weiterswiller, il y avait le problème, certains problèmes de secte. Le centre a été ouvert, ils ont fait une porte ouverte et beaucoup de villageois sont montés pour voir effectivement, pour se rendre compte de ce qu'ils faisaient et comment ils priaient pour visiter le dojo et puis leur façon de vivre. C'était vraiment un succès de ce côté-là. Le temple ici a, je crois, comme originalité d'être un lieu de vie pour une communauté d'une quinzaine de moines et nonnes qui vivent en permanence au temple. La plupart ont quand même conservé une activité qui leur permet évidemment d'avoir des revenus et des garanties sociales, mais de vivre quand même constamment au temple. Je suis permanente ici, j'ai vécu 1 an et demi au temple même. Maintenant, je vis à 6 km depuis le mois de septembre, donc très récemment. Et je viens tous les jours. Je m'occupe des autels et des fleurs. Le temple vit par ses membres, puisqu'on est une association à but non lucratif. On est 300 ou 350 membres, donc qui payent une cotisation, qui participent aux séchines, qui font effectivement des dons. Le don dans le bouddhisme en général et dans le zen en particulier, c'est une notion très importante, une pratique très importante. Donc voilà, c'est les dons, les cotisations, les séchines qui font que le temple vit pauvrement, mais vit. Voilà. Et la pauvreté dans le zen est un aspect également important. Je crois que toutes les religions, à un moment donné, quelles qu'elles soient, se pervertissent naturellement quand elles deviennent trop riches. Cette façon de s'asseoir, en étant à la fois enraciné et déployé, on peut dire que l'expiration, la longue expiration, s'installe d'elle-même. Ce n'est pas du tout une performance, ce n'est pas du tout un exploit, ce n'est pas du volontarisme, c'est au contraire retrouver, après quelques difficultés initiales qui nous accompagnent des fois assez longtemps, mais c'est retrouver une posture naturelle qui est tonique entre le ciel et la terre, et c'est ça qui permet de laisser passer les pensées.
Souhaiter avoir une concentration tout au long de la journée, c'est très bien comme vœu. Mais si tu veux ça trop fortement, si tu vas au zazen pour ça, ça ne se passera pas du tout. Donc ça, c'est magnifique. Si tu veux attraper, ça s'en va. C'est comme les chats. À 24 ans exactement, il y a eu un fait un peu plus marquant que les autres, c'est que j'ai été opérée d'un cancer qui était tout à fait à son premier stade. Mais ça a été comme un message, une chance en fin de compte, sur toujours cette impermanence Moujo et sur la fugacité des choses, quoi. Le désir ne m'a plus quittée que de me consacrer à ce qui est essentiel, ou à ce que je ressens être l'essentiel dans l'existence, quoi. Il y a aussi cet aspect de collectif, c'est-à-dire qu'on partage toujours, on est ensemble, on est avec les autres. C'est important ce partage. On ne pratique pas isolé, tout seul dans son coin, chez soi. Tout ça, ça se fait ensemble. Samu, c'est le travail dans le quotidien. C'est le travail pour la communauté. C'est donner sans attendre quelque chose. Et on utilise souvent l'image, c'est comme les cailloux à la plage. Avec les vagues, ils ont bougé et ils se frottent une avec l'autre. Et comme ça, ils deviennent ronds. Et pendant le Samu, pendant la vie en communauté, ça se passe. Il y a des problèmes, mais ça aide à chacun de voir ses propres défauts. Quand on fait zazen le matin et qu'on se réveille en allant au dojo, oui, au dojo, même dans un temple, on va au dojo, et qu'on mange la genmai, c'est la base. La journée démarre comme ça. Bonne matinée. Merci. Il y a une fameuse histoire d'une maître zen et il y a les disciples. C'est l'histoire avec laquelle j'ai commencé le zazen, comme ça me frappait beaucoup. Il y a une disciple qui vient lui demander « Mais comment vous arrivez, juste cette question, de faire tous les trucs que vous faites pendant une journée ?» Et le maître il dit « Quand je suis assis, je suis assis. Quand je marche, et quand je suis debout, je suis debout. » Ça veut dire de faire ce qu'il y a à faire ici et maintenant. Penser que planter un clou, c'est pratiquer le zen, ça suffit pas. Penser, ça suffit pas. Hein, c'est le grand problème de toute pratique spirituelle. C'est le moment où, à quel point, à quel moment, l'idéal et la réalité deviennent une chose, unité. Hein. Si, dans le fait de planter un clou, on arrive à réaliser cette unité entre l'idéal et l'action, alors oui, on pratique le zen. Vous voyez, ce sont deux points, donc ça représente un peu comme des graines de riz. Mais à la fin, pour nous, ça veut dire aussi toutes les actions qu'on peut faire dans une journée et qu'on est présent. Et qu'à la fin, ça fait une ligne. C'est-à-dire que c'est des petits points qu'à la fin, ça permet
de tracer toute une ligne droite. Donc la vie peut être aussi un ça. Les formes existent et on vit dans un monde de formes, donc elles ont évidemment leur importance. Notamment pour nous, en ce qui concerne par exemple la tradition du kessa, les vêtements. On chante également les sutras en langue d'origine, soit chinoise, soit japonaise. Donc il y a des formes qu'on tient à garder et qui ont pour nous un sens profond, réel. Par contre, tout ce qui est l'architecture, par exemple, des bâtiments, ça, on se laisse quand même une grande liberté à ce sujet, parce que ce qui nous importe, nous, c'est véritablement le cœur. Et le cœur du zen, c'est sa pratique. Le kanji, qui représente le mot zen, signifie exprimer la simplicité. Et la source du zen, c'est de retrouver cette simplicité. C'est pas du tout d'essayer de compliquer ou de rajouter des formes sur les formes. Nous avons notre tradition occidentale. Il y a une partie de la tradition orientale qui est précieuse, qui est importante. C'est ce qu'on pourrait appeler le cœur, notamment la pratique de la méditation assise, le zazen, le chant des sutras, le comportement, les manières, les règles même dans le temple, les règles d'organisation du temple. Tout ça sont vraiment des trésors qui ont été transmis au fil des siècles. Et tous ces aspects-là, nous tenons absolument à les préserver.